Chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau Madame Françoise Elong Gomez. Bonjour Madame. Bonjour. Aïcha, vous allez bien? Ah, je vais bien, c'est le matin. En forme, ça va, vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Moi, en général, je suis une lève-tôt, donc le matin, je suis en forme en général. Super. Alors, nous sommes dans la rubrique Le Grand Entretien. On va partager cette rubrique en 3 parties. Okay. Au début, on va parler de vous, bien sûr. Ensuite, le confessionnal, des questions un peu plus propres à vous. Le confessionnal, bon, vous ne vous confessez pas, bien sûr, mais... Ok, c'est pas voilà. Du tout inquiétant. Justement, c'est ça. Ensuite, la phase finale. On y va? Vous écoutez et vous avez tout de même la possibilité de me noter sur 10. C'est vrai? Oui. Bon, je vais être généreuse. D'accord. Françoise Elong Gomez est une réalisatrice franco-camerounaise et formatrice d'écriture série TV au compte de la 5e édition du Salon du cinéma guinéen qui se tiendra du 9 au 10 mai au CCFG. Réalisatrice du docu-fiction Yenenga, je ne sais pas si je prononce bien, la princesse guerrière de la série documentaire African Empires, produite par Special Touch Studio en coproduction avec Canal+ et TV5 Monde. Réalisatrice de 10 épisodes du feuilleton quotidien Le Futur est à nous, produit par On est ensemble production et coproduit par Canal+ International. 2008, scénariste et réalisatrice Miseria, 7 minutes prix de la technique au tribut. Ouais, au distrib. Je voulais dire, Award en 2008, auteur du roman intitulé Journal intime d'un meurtrier. C'est ça? C'est bien vous? Oui, jusqu'à là, tout va bien. On n'a pas eu le temps de tout écrire parce que vous voyez votre background, il est assez costaud. Donc, mais je pense qu'on peut quand même parler de la série Ewusu. Parce que les séries qui ont été citées, en fait, c'est des séries sur lesquelles on m'a confié la réalisation. Super, ouais. Et alors que Ewusu, c'est une série que j'ai créée de bout en bout. Donc, j'ai été la créatrice, la scénariste, la réalisatrice et la showrunner de la série. Et donc, c'était la première création originale Canal+ pour le compte du Cameroun. Et ça parle quoi? Ewusu, en fait, ça parle d'une psychologue qui est assez cartésienne. Ça veut dire qu'elle ne croit pas au mysticisme. Oui. Voilà. Et puis, elle ouvre un cabinet dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Oui. Sauf que nous, au Cameroun, les psychologues, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et ici elle aussi. reçoit... C'est pareil. Oui, voilà. Donc, elle reçoit un jour une patiente, une étudiante qui a des problèmes un peu mystiques et que ses camarades accusent de sorcellerie. Donc, notre psychologue qui est cartésienne, qui ne croit pas en tout ce qui est mystique, etc., se retrouve dans son cabinet avec une jeune femme qui a des problèmes de sorcellerie. Oh. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte que le mot s'est passé dans tout le quartier. Et maintenant, tout le monde pense qu'elle a ouvert un cabinet spécialisé en sorcellerie et pas en psychologie. Et l'idée d'Ewusu, en fait, c'est de dire que dans le mysticisme, il y a une part de psychologie, mais que la psychologie telle qu'elle est pratiquée en Occident ne peut pas venir se transposer comme ça dans nos réalités où nous, ça fait partie de nous en tant qu'Africains. Donc la psychologie, elle doit s'adapter à qui nous sommes. Voilà. Super. Donc c'est un peu ça, Ewusu. Madame Françoise, vous êtes scénariste, réalisatrice et auteure avec un parcours impressionnant, bien sûr, entre la France, le Cameroun et le reste du continent. Qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma? C'était quoi le déclic? C'est la lecture. Moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes idées de films viennent principalement de mes lectures. Et je suis une grande fan de Stephen King, qui est un auteur qui fait des livres suspense, des livres type horreur, etc. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a une façon, un imaginaire qui a l'air sans limite. Oui. Et j'ai beaucoup appris depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Je collectionne ses livres, donc aujourd'hui j'ai une 50aine de livres de lui. Et ça m'a permis, en fait, toute cette lecture m'a permis de comprendre comment son imaginaire fonctionne. Et ensuite, moi, de comprendre comment le mécanisme de l'imagination fonctionne. Et c'est parti de là, en fait. Et la réalisation elle-même, donc là, c'est vraiment la partie écriture. La réalisation elle-même, elle vient plus tard. Parce que je suis une passionnée un peu de philosophie aussi. Et je me suis demandé à quel point ce que vous avez écrit, vous pouvez le transformer en image. Ça veut dire que si j'écris que Aïcha me regarde intensément, puis me sourit et ouvre sa tablette, est-ce que la manière dont je l'écris, je peux, tel que je l'ai écrit, le mettre en image? C'est juste de la curiosité qui m'a emmené à la réalisation. Mais j'ai tellement... je me sentais comme un poisson dans l'eau.
Alors, je me suis pas arrêtée. Et j'avais 18 ans, donc c'était il y a 18 ans. J'allais vous poser la question, depuis quand vous avez commencé? Non, j'avais 18 ans quand j'ai commencé, quand j'ai réalisé mon premier court-métrage. Et en 2008, c'est ça? Oui, on est en 2007-2008. D'accord. Et en 2025 aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout de temps. Miseria. Miseria, c'était le tout premier, c'est le tout premier court-métrage un peu semi-professionnel qui m'a permis effectivement de me faire un peu connaître parce que j'étais à Paris, j'étais une femme noire, originaire d'Afrique qui fait des films d'horreur. Donc on ne m'oublie pas facilement. Du tout. donc voilà, ça m'a fait rencontrer le cinéma indépendant français. D'accord. Et il y avait donc les soirées Disturb, donc les Disturb Awards. Et c'est là-bas où j'ai commencé à montrer Miseria. Et où j'ai rencontré les autres réalisateurs. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'on était un peu tous pareils, quoi. Qu'on essaye de faire des films avec les moyens du bord, mais avec surtout beaucoup d'imagination. Et comment vous avez commencé en France, l'intégration avec, oui, je suis une femme noire, justement, qui fait des films d'horreur. Comment les gens ont pris ça et comment vous en fait, ça m'a démarqué. Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, j'étais juste en train de faire ce que j'aime faire. Ça veut dire, je suis une fan de Stephen King, c'est le maître du suspense, il fait des trucs d'horreur. Et moi, cet univers-là me fascine parce qu'il est marqué. C'est que c'est un univers, dès que vous voyez un film d'horreur, en 2 secondes, vous savez que c'en est un. Donc du coup, moi, je me suis lancée là-dedans parce que ça me plaisait, tout simplement. Mais je me suis pas rendu compte que j'étais une femme noire, originaire d'Afrique, qui fait des films d'horreur. C'est à force de montrer mes projets que les autres me disaient « Ah, c'est cool de voir une nana et tout. En plus, africaine d'origine qui fait des films d'horreur. » En fait, ça m'a démarqué. Ça m'a permis de sortir du lot de cette masse de personnes comme moi qui faisaient déjà des films. Donc, ça a été bénéfique. Super. Et rapidement, vous avez pris, je ne vais pas dire le terrain, mais vous vous êtes adapté et tout. Oui, en fait, mon premier court-métrage, j'avais une grosse équipe. Ça veut dire que j'avais vraiment beaucoup de monde sur mon plateau. Et je me souviens, ma première assistante réalisatrice m'a dit, la seule chose que tu as à faire, c'est de leur dire exactement ce que tu veux. Tu as la capacité de savoir dire ce que tu veux. C'est pas tout le monde qui y arrive. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée avec une grosse équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis à l'aise qu'avec des grosses équipes. C'est-à-dire que quand il y a 10 personnes sur mon plateau, là, je suis pas à l'aise. Et ça m'a tout de suite mis dans le bain. C'est comme si vous voulez apprendre à nager, on vous prend, on vous jette dans la piscine. C'est ce que j'ai ressenti, en fait. Et du coup, j'avais pas le choix que nager pour pas me noyer. Vous voyez Et le fait d'avoir fait ça, j'ai gagné en temps. Il y a des gens qui prennent 5-6 ans à apprendre à nager. Du coup, moi, on m'a jeté à l'eau. Et j'ai appris tout de suite. Et j'ai la chance d'être bien entourée. Et voilà, donc ça a forgé un peu mon parcours, quoi. Super. Vous avez réalisé récemment Yenenga, la princesse guerrière. Parlez-nous de ça. Et c'était un gros projet. Enfin, j'ai un producteur qui s'appelle Sébastien Onomo, qui vraiment a le vent en poupe. Il fait des superbes films. Et qui m'a envoyé donc un scénario à lire en disant « Écoute Françoise, tu as du temps en ce moment et tout, tu veux lire ?» Je dis « Oui, vas-y, envoie. » Je lis son scénario et vraiment j'ai un coup de cœur parce que c'est une série qui parle des empires africains, de l'Afrique précoloniale, pardon. Ça veut dire qu'avant la colonisation, on avait des vrais empires, on avait des rois, des reines, des guerriers, etc. Et donc lui, il voulait valoriser cette histoire africaine précoloniale et surtout, il utilisait des techniques pour intéresser la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, ils ne regardent pas les documentaires, quoi. Tout le monde est en mode fiction et tout. Et les documentaires, c'est un peu plus difficile. Donc lui, il a allié plusieurs techniques, ça veut dire le documentaire, la fiction, l'animation, les cartographies. Et donc, on devait remettre Yenenga, qui est la princesse burkinabé, dans son contexte. Mais on pouvait reconstruire l'univers, vu qu'avec l'animation, on peut créer ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable. Je n'avais jamais fait d'animation. Donc j'ai découvert comment l'animation fonctionne. Je n'avais jamais fait de documentaire. Moi, je viens de la fiction. Et ça a été un processus qui m'a énormément appris et où j'ai fait mes plus belles rencontres, notamment mon équipe sénégalaise, que j'ai ensuite emmené plus tard pour faire Ewusu quand j'ai eu l'opportunité. D'accord. Voilà, donc, et puis, quand on connaît l'histoire de la princesse, c'est une femme qui a marqué
son pays, donc le Burkina Faso. Et vous savez que le FESPACO, le prix ultime du FESPACO, c'est les talons d'or de Yenenga. Oh, vous voyez? Donc c'était l'histoire de Yenenga, donc la femme dont il est référence. Et c'est un honneur pour moi d'être quelqu'un qui mette à l'image le prix le plus prestigieux du continent. Vous voyez? Et j'ai appris énormément de choses. J'ai appris la force et le courage qu'elle a eu. Et je pense que c'est un modèle dont on devrait davantage parler à nos enfants. Et parce qu'on manque de modèles. Et c'est dommage qu'une Yenenga ne soit pas dans tous les foyers, voyez, sous forme soit de portrait, soit de sculpture, soit de quelque chose où on peut s'identifier, quoi. C'est ça. Donc, en tant que réalisatrice aussi du feuilleton, le quotidien, le futur est à nous. En tout cas, c'est un très gros projet. Super. Ah, c'est une belle aventure. Et je remercie énormément. Bon, c'est une femme, encore une fois, qui m'a approché, que je connaissais quand même depuis un petit temps. Samantha Bifo, qui est venue vers moi avec ce projet. C'était un projet vraiment... Et je la félicite pour ça parce qu'elle avait 60 épisodes et elle a réuni 6 réalisateurs. Et j'étais la seule... on était toutes les deux les seules femmes. Il y avait 4 hommes et elle était celle qui a ouvert le bal. Et moi, j'ai fermé le bal. Voilà. Et ça a été une très, très, très belle aventure. C'était en Côte d'Ivoire. Et Le futur est à nous, c'est une série qui a beaucoup marché. Donc, on a entendu parler. Et ça m'a permis de faire des rencontres, de rencontrer des techniciens ivoiriens et surtout les acteurs. Moi, je suis une grande fan d'acteurs. Donc, c'était un très, très beau projet que Samantha a mis en place et qui a eu plusieurs saisons d'ailleurs. Oui, plusieurs saisons, on avait vu ça. Et en ce moment-là, vous étiez devant, on vient vous soumettre ce projet-là afin d'apporter ce que vous savez dedans. Comment vous êtes senti à l'instant-là, dire oui, je vais faire ceci? Alors, c'est vrai que moi, à la base, je viens pas de la série, enfin de la télé, je suis plutôt très cinématographique, mais je sais que, voilà, je me suis dit, ah, c'est une expérience d'aller en télé, c'est un rythme différent, des réalités différentes, et puis ça a été, pour moi en tout cas, une vraie immersion, parce que, il y avait eu 5 personnes avant moi, et c'est comme si, voilà, vous rencontrez une équipe qui se connaît déjà, et qui connaît déjà les précédents réalisateurs. Et vous, vous venez en dernier. Et tout le monde est là en train de vous regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va faire comment? Et moi, je sais un peu ce que les gens pensent de moi quand ils me voient la première fois. Ils sont... je sais pas comment dire. Il y a un sentiment... la première fois qu'ils me voient, ils me trouvent extrêmement dur. Ils trouvent que je suis rigide. Ils ont l'impression que je ne suis pas ouverte, etc. etc. Voilà, c'est vraiment l'impression qu'ils ont la première fois qu'ils me voient. Et plus on avance, plus ils comprennent que je suis quelqu'un qui est juste rigoureuse, qui est exigeante. Mais je suis la première à faire des blagues sur mon plateau. Bien sûr. Je suis la première à détendre l'atmosphère. J'aime donner des surnoms à mes techniciens. J'aime les valoriser. Par exemple, moi, je ne quitte pas un plateau chaque soir sans dire merci, même si on est 200 personnes à chaque personne. Je vais vraiment vers chacun en disant merci pour la journée. Et je suis quelqu'un d'exigeante envers moi-même d'abord. C'est ça. Ensuite envers les autres. Donc, ils ont appris à me connaître. Et vraiment, on est devenu une famille, quoi. J'ai rencontré une famille et des personnes extrêmement talentueuses qui ont juste besoin qu'on leur donne davantage de moyens d'expression, quoi. Super. Et pour moi qui ne connais pas, c'est quoi la différence entre le cinéma et le film? Vu que vous avez vécu les deux. Oui, la série, je voulais dire. Je pense que le spectateur... En général, les spectateurs savent, Les spectateurs savent la différence. C'est juste qu'ils n'ont pas les termes. Un long métrage, par exemple, c'est un film qui commence et qui se termine. Il y a à peu près 90 minutes. C'est pas tous les jours, faut venir regarder, etc. Alors que la série, elle, déjà, elle a une logique un peu plus directe. Ça veut dire qu'on veut tout de suite vous intéresser. Et puis, il y a le côté aussi plus populaire de la série. Ça veut dire... c'est comme un rendez-vous. Vous voyez, vous avez vu l'épisode 1, vous allez voir l'épisode 2. Parce que l'intrigue, en fait, elle est beaucoup plus longue à mettre en place. Il y a beaucoup plus d'éléments à raconter. Donc, on va vous donner un petit peu. On va pas faire un film de 6 heures. Donc, on va vous donner un peu. Et je trouve que la série est plus proche des gens. Je veux dire, dans notre culture africaine, c'est plus la série qui va... parler aux Guinéens lambda. Et voilà. Donc, je pense que la série est un outil qu'on doit davantage utiliser
pour passer des messages, des vrais messages, quoi. Tout en gardant le côté très divertissant, très populaire, mais de s'en servir pour quand on veut passer un message, de se dire, ok, beaucoup de Guinéens vont regarder la série, plus que le cinéma, puisqu'aller en salle, s'enfermer. Et puis la série est proche. C'est votre télé à la maison. C'est pas aller en salle, vivre une expérience, laisser tout. Et voilà, la série s'adapte à vous, en fait. Ça. Et c'est en ça qu'elle est populaire. Et je pense que maintenant, il faut s'en servir pour communiquer sur, par exemple, l'éducation, par exemple. Pourquoi pas. Éduquer, comment propager un peu plus de respect vis-à-vis des femmes, des choses comme ça. Voilà, c'est un outil dont on ne mesure pas encore assez la puissance sur le continent. Super. Donc, vous passez de la fiction au docu-fiction, de la série au roman, vous êtes écrivaine. Alors, comment vous choisissez le format idéal pour raconter vos histoires? Ça dépend, en fait, parce que, par exemple, il faut se dire une chose, c'est que des fois, vous voulez parler d'amour, par exemple. Imaginons, vous voulez parler d'amour en général, et l'amour, c'est une grande thématique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'amour, il y a énormément de sujets. Tellement. Vous êtes d'accord, non? Il y en a tellement. Mais si vous prenez, par exemple, je veux dire la rencontre, vous voulez faire une rencontre avec quelqu'un, et bien là, on est plus dans un sujet. Parce qu'on est dans un sujet qui est dans la grande thématique de l'amour. De l'amour, Vous êtes d'accord? Donc, si je veux parler d'une rencontre, Aïcha a rencontré une amie d'enfance, par exemple, ça sera plus un sujet, donc je vais faire un format court. Parce que si j'essaie de faire ça un peu long, le sujet, il est déjà trop court, en fait. C'est déjà trop spécifique. C'est déjà trop... Voilà. Alors que si je veux parler d'amitié... L'amitié, c'est une grande thématique. C'est autre chose. Là, je peux faire un long métrage, je peux faire une série. Aïcha et son ami se sont perdus de vue, mais il y a une raison à ça. Il y a des secrets cachés. Il y a des trucs qu'elles ne se sont pas dites. Il y a, vous voyez un petit peu. Et là, une fois que la thématique elle est très grande, on peut raconter des histoires plus longues. Il ne faut jamais prendre un sujet pour vouloir raconter l'amitié. C'est ça. Si vous voulez raconter la rencontre, tenez-vous-en à la rencontre. C'est un peu ça le mécanisme. Ça veut dire que si je veux moi raconter votre rencontre avec votre ami, je vais faire un court métrage. Si je veux raconter votre amitié, avec tout ce que ça implique, les trahisons, la vraie amitié, etc., je vais aller plus vers un long métrage. Ou s'il y a beaucoup de gens impliqués ou beaucoup d'histoires impliquées, et je vais faire une série. Super. Vous voyez, c'est comme ça qu'on choisit en fait le format et pourquoi on va faire plutôt une série, plutôt un long métrage, plutôt un court métrage. Voilà. Super. J'espère que ça a été un peu bien clair. Sûr, en tout cas moi j'ai appris. J'espère pour ceux qui nous suivent aussi. Alors vous êtes formatrice en écriture de séries TV lors de la 5e édition du Salon du cinéma guinéen. Déjà pourquoi vous êtes venue en Guinée? Peut-être que c'est pour le salon du cinéma guinéen. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement? C'est par invitation ou par... C'est un coup de cœur. Coup de cœur, d'accord. Ouais. Je suis venue l'année dernière en Guinée pour la première fois. C'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Essai du jour du 7e art. Dont le délégué général est Amadou Ouriba. Oui. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout la Guinée, mais vraiment. Et j'arrive en Guinée et j'ai un coup de cœur. Je me dis, mais les gens sont simples, ils sont accueillants, ils sont free, quoi. Ils ne sont pas tout le temps sérieux, là. Non, moi, je suis une continentaise, je suis une Camerounaise, et nous, on est vraiment très free, on aime les gens spontanés. Donc, je ne voyais pas trop de différence entre les Guinéens et les Camerounais. Et tout de suite, je me suis sentie à l'aise, j'ai été accueillie extrêmement bien, je passais des journées vraiment sympas. Je me suis dit, mais la Guinée est belle. Et puis j'ai appris, j'ai essayé de me renseigner, ça veut dire quoi Guinée? Ça veut dire quoi Conakry? Ça veut dire, voilà, j'ai vraiment posé beaucoup de questions. Et tout ça pour moi a créé un charme que il faut qu'on voie tout de suite. Ça veut dire que la Guinée pour moi a une beauté qu'il faut raconter. Et puis, il y a, moi je suis une grande fan du Ballon d'Or, de mon papa Tchèque Doucouré, qui est un grand cinéaste guinéen. Il y a Mama Keïta, qui est un grand cinéaste guinéen. Je veux dire, moi, en tant que cinéaste, j'ai côtoyé des grands cinéastes guinéens
Mais je ne m'étais pas imaginé à quoi ressemblait la Guinée. Donc pour moi, véritablement, c'est un coup de cœur. Et quand, du coup, Richard m'a appelé en disant, écoute Françoise, est-ce que tu serais disponible pour le salon du cinéma guinéen? Ben, je lui ai dit oui tout de suite. Parce que j'étais surexcitée à l'idée de revenir en Guinée. Ouais. Et quand je suis partie de la Guinée l'année dernière, ben, j'ai créé un projet. Un projet de série qui est en développement et que j'ai titré Imparfaite. En disant que nous sommes tous imparfaits. Tous nos pays sont imparfaits. Mais dans cette imperfection, il y a énormément de beauté. C'est ça. Quand on veut regarder. Peut-être que la Guinée est imparfaite. Mais la Guinée a énormément de beauté qu'il faut regarder. Et la Guinée a énormément à apporter sur le continent et pour le monde. Donc c'est Imparfaite, en fait, c'est une série qui est une grande déclaration d'amour à la Guinée. Ah, et ça nous touche. Non, mais on a beaucoup travaillé. Hein. On a travaillé avec des Guinéennes, avec une jeune étudiante qui s'appelle Adama Sadjoba. Il y a Béatrice Guilavogui qui est aussi impliquée. Donc j'ai vraiment réuni, et puis un jeune béninois qui s'appelle Ange de Berry. Donc vraiment, j'ai réuni des jeunes auteurs et je leur ai dit, racontez-moi la Guinée. Et racontez-moi, faites-moi une déclaration d'amour à la Guinée. Et ça s'appelle Imparfaite. Donc c'est encore en développement, on y travaille et on espère qu'on arrive à réunir le nécessaire pour qu'un jour vous allumiez votre télé et vous voyez Imparfaite. Imparfaite. Et dès que je vois, je me rappelle de vous, je me rappelle du salon, je me dis oui. Non, le salon, il a été, c'est pensé, aujourd'hui ce sont des jeunes qui pilotent le salon et c'est rafraîchissant de se dire que cette jeunesse-là, elle est consciente. C'est pas facile. Hein. Moi, je suis organisatrice d'événements, je sais ce que c'est. C'est hyper dur. C'est un sacrifice, un vrai. Bien sûr. Et ça veut dire que vous avez affaire à des jeunes Guinéens qui veulent faire avancer leur pays, qui veulent faire connaître leur pays à travers le cinéma et qui méritent, on les encourage, comme ce que vous êtes en train de faire ce matin, nous permettre de parler du Salon du cinéma guinéen. C'est soutenir et encourager le Salon du cinéma guinéen. En espérant que ils puissent faire de plus en plus de choses. On est là, Souleymane Kébé est là, Abdou Sané est là, je suis là, Paplopi est là. Ça prouve qu'ils ont grandi. C'est ça. Et on est ravis, du coup. Moi, je suis ravie d'être là. Alors, pourquoi c'est important pour vous de former cette nouvelle génération? Parce que forcément, au salon, vous allez faire des formations. Mais parce qu'il est temps qu'on raconte nous-mêmes nos propres histoires. On est fatigué que ce soit les autres qui le fassent à notre place. Et à chaque fois qu'ils le font, on se plaint. On dit oui, ils racontent n'importe quoi, ils connaissent pas nos pays, etc. Moi, j'ai grandi en France, mais j'ai jamais quitté mon côté camerounais. Vous voyez? Moi, je parle ma langue maternelle. Quand on entend ma voix parler comme ça, vous voyez, je parle très bien ma langue maternelle, alors que j'ai grandi plus à Paris qu'au Cameroun. Mais je suis née sur le continent. J'y ai grandi jusqu'à mes 10 ans. Je suis partie, mais je suis restée profondément ancrée sur le continent. Et puis quand j'ai eu l'opportunité, il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans que je suis rentrée et que je suis basée sur le continent. Et voilà, donc moi personnellement, je me dis, il faut qu'on raconte nous-mêmes nos propres histoires. Et il faut qu'on les raconte correctement, en ayant les outils. Parce que c'est un outil qui est dangereux également. Si vous vous en servez mal, vous ne savez pas vous en servir, ceux qui savent écrire, ils auront toujours une longueur d'avance sur nous. Il faut qu'on rejoigne leur niveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on se retrouve là avec eux et que lorsqu'on va demander à raconter une histoire guinéenne, qu'on privilégie un Guinéen. Vous voyez? Après, ça ne veut pas dire que j'empêche, par exemple, Boris Lorchkin de raconter l'histoire de Souleymane. C'est pas ça l'idée. C'est pas d'éradiquer ceux qui veulent faire. Mais c'est juste de se dire que ce n'est pas que eux qui doivent raconter nos histoires. Vous voyez? C'est juste ça. C'est pas du tout une cabale pour dire autre chose. C'est juste de dire, si vous voulez faire The Woman King, vous avez besoin des Béninois. C'est ça. Il faut des Béninois, il faut l'argent du Bénin, il faut que le Bénin ait son mot à dire sur comment le Woman King doit se raconter d'une certaine façon. Pourquoi? Pour de l'authenticité. Parce qu'il n'y a que nous pour dire qui nous sommes. Ce n'est pas les autres. Donc c'est pour ça que c'est urgentissime, moi je pense, qu'il y ait une nouvelle vague d'imaginaire qui se crée.
Ça veut dire les jeunes, ils ont leur façon de voir les choses. Et les jeunes, de plus en plus, et les Africains de plus en plus, veulent revoir leurs images. Ils veulent se réapproprier leur image. Et ça nous permettra aussi de raconter que des histoires positives. Il faut qu'on arrête de raconter des histoires qui montrent la misère africaine, qui montrent qu'on n'est pas à l'aise. Mais les gens heureux sur ce continent. Des pays en guerre, en famine. Et quand on prend un cliché de l'Afrique, on sort directement le côté vulnérable. Exactement. En fait, vous savez, si on sait que les Américains sont puissants, c'est grâce à leur cinéma. Si on sait que les Asiatiques sont invincibles, c'est grâce à leur kung-fu. Là. Bien sûr. Ils sont 2, vous êtes 200, ils vous tabassent. Ils nous ont montré ça pendant tout le truc. Ils volent. Ils volent, les gars. Ah, mais, alors, qu'est-ce qui fait que nous, les Africains, on raconte pas des histoires? La question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire au monde de qui nous sommes? Si on se met d'accord sur un terme, disons qu'on veut montrer qu'on est sage, la sagesse, c'est nous qui l'avons. Eh bien, tous nos films, peu importe ce que tu racontes, au bout du compte, tu dois dire qu'on est sage. Si on doit dire qu'on est solidaire, qu'on a l'hospitalité, peu importe le terme qu'on va choisir, il faut que tous nos films, peu importe ce qu'on raconte, dit à la fin qu'on est hospitalier, ou alors qu'on est solidaire, ou alors qu'on est sage. Mais on ne peut pas dire... Ah ben ça va mal, et ben on va... Vous croyez que le gars qui va mal chez lui, il a envie d'aller au cinéma pour voir encore des gens qui vont mal? Non, il a envie que vous lui montrez des choses positives, pour que lui-même quand il rentre chez lui, il ait un engagement et qu'il fasse des trucs positifs. C'est ça. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Moi, je dis c'est dommage. C'est pareil de comment on monte nos hommes à la télé. Les hommes africains sont toujours soit violents, soit absents, soit... C'est nous-mêmes qui véhiculons cette image. Pourquoi on fait de nos hommes des monstres? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que on peut, avec cette plume-là, cet outil-là, raconter nos hommes. Vous voyez? Et pareil avec les femmes. On peut raconter nos femmes. C'est ça. Et voilà, tout ça va servir à nos enfants. En tout cas, c'est la conviction que j'ai. Bien sûr. Et à chaque fois que j'aurai l'opportunité de dire, vous avez le droit de raconter les histoires que vous voulez, mais je vais vous transmettre comment avoir l'outil pour le raconter correctement. Vous voyez? C'est ça ma mission que je me suis donnée en tout cas. Bien sûr. Et vous le faites très bien. Merci beaucoup. Donc, selon vous, qu'est-ce qui manque encore à l'industrie audiovisuelle africaine pour décoller pleinement? Il manque beaucoup de choses. Il manque des financements. Ça coûte cher, il ne faut pas se mentir. Ça coûte extrêmement cher. Et il faut absolument qu'on comprenne quel est le business model derrière toute cette affaire. Qu'on se dit que oui, il y a la partie artistique, mais il y a la partie business aussi. Ça veut dire que c'est vecteur d'emploi. Vous pouvez réduire le taux de chômage sur un plateau, il peut y avoir jusqu'à 3000 personnes. Il faut que nos pays se rendent compte qu'il y a une économie du cinéma qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je fais Ewusu ou je fais Imparfaite. Imaginons, je fais Imparfaite et que sur mon plateau, j'ai 60 techniciens. Ça fait déjà 60 personnes qui vont travailler pendant plusieurs mois, qui vont nourrir leur famille, qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins, qui vont investir dans l'économie du pays. Mais des fois, il y a des journées où j'ai des grosses figurations. Ça veut dire que je peux passer de 60 personnes quelques journées à 250 personnes. Et ces 250 personnes, pareil, ils ont un emploi, ils peuvent subvenir à leurs besoins, ils vont aller acheter le pain à côté. Mais attention, le meilleur dans tout ça, c'est la maman qui vend ces cacahuètes-là. Oui, dehors. À côté de notre tournage. C'est ça. Si elle vendait 2 cacahuètes par jour, elle va en vendre 250. C'est ça. Vous voyez? On mange tous les matins. 250 personnes à qui il faut donner du pain, lait avec du beurre. Le boutiquier du coin, s'il vendait 4 pains, il va refaire le stock. Il refait le stock. Le gars qui fait de la farine, eh bien, il augmente. Bien sûr. Le niveau de truc de farine. C'est une chaîne. C'est une chaîne, en fait. Ça veut dire qu'au final, toutes les personnes qui sont autour de nous à ce moment-là bénéficient de notre présence. En tout cas, le macro et micro-environnement. Exactement. Tout le monde en profite. C'est ça. Ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont payés sur place, par exemple. Vous prenez un Sénégalais qui vient tourner en Guinée. C'est l'équipe, c'est le Sénégal qui le paye. Mais l'argent que lui donne pour les perdièmes, il va le dépenser où?
En Guinée. En Guinée, bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu la chaîne que ça produit? Et ça donne du travail. C'est périn. Vous pouvez pérenniser ça. Vous voyez? Et puis après, le film sort. Qu'est-ce qui se passe quand le film sort? Eh bien, les gens vont regarder le film. Donc, c'est encore autre chose qui se déclenche. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que il manque beaucoup. Il manque cette vision-là. Il manque cette politique culturelle-là qui donne de l'attractivité à nos pays. Parce que beaucoup de gens pourraient venir tourner en Guinée. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de tournage en Guinée? Il faut que la Guinée se vende. Vous voyez, il faut qu'on puisse... Moi, je me souviens quand j'étais à Paris et que je m'ennuyais, je regardais les petits films guinéens qu'il y a sur YouTube. C'est vrai? Il y en a plein. Plein. Oui, il y en a plein. Moi, j'en regardais plein et je passais un petit bon moment. Mais vous pouvez faire plein de petits films en Guinée pour nous faire découvrir le pays, pour raconter des histoires d'amour, pour raconter plein de choses positives. J'insiste. Parce que même quand vous voulez dire que ça va mal, vous avez vu que les films américains finissent toujours bien. On finit toujours par coincer le méchant, le mettre dans les machins. Ils finissent toujours par vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Alors pourquoi nous, on doit finir nos films de manière chaotique, de manière triste, de manière... Non, on ne peut pas. Quand vous sortez d'un bon film, vous avez l'impression d'être un super-héros, de pouvoir changer le monde. C'est ça. Mais c'est ça que veut faire le cinéma et tous ces trucs-là. Donc il faut juste qu'on prenne conscience. Il nous faut de l'argent pour que nous, on puisse fabriquer un autre argent. Et qu'on puisse, apporter... qu'on doit apporter à l'économie du pays, en fait. Et moi, je suis très curieuse de savoir où vient réellement l'argent. Comment se fait la collecte? Par exemple, nous sommes sur une série dont la réalisation va durer, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas, une année, plusieurs mois. Où vient l'argent? En ce moment, vous avez des diffuseurs, donc des chaînes. D'accord. Télé qui vont mettre de l'argent. Attends, je vais boire un petit peu d'eau. Allez-y. Un peu la gorge, je sais. L'argent, alors pour la série, comme il s'agit de ça, vient, quand vous avez un projet de série, il vous fait un diffuseur. Ça veut dire qu'il faut une chaîne qui va montrer le film, la série, tout simplement. Il faut évidemment des spectateurs. Et du coup, c'est le potentiel marketing de votre série qui va vous permettre de convaincre un diffuseur. Déjà, il y a l'histoire que vous racontez, évidemment. Après, le potentiel marketing. Et vous avez des subventions. Vous pouvez avoir des subventions qui sont mises en place. Normalement, vous avez ce qu'on appelle un diffuseur. Parce que quand vous avez une série, il faut pouvoir la diffuser. C'est ça. Et donc, le premier partenaire qui peut vous apporter quelque chose, c'est la chaîne qui va diffuser. Donc, si cette chaîne peut prendre en charge tous les coûts de la production, vous n'avez plus vraiment besoin de trop vous questionner sur comment gérer. Mais par contre, si vous avez besoin de plus de fonds, il y a des subventions qui sont mises en place par des subventions internationales, comme la francophonie. Il y a plein de guichets où vous pouvez soit aller pitcher votre série. Il y a des fois dans des festivals, vous avez des subventions que vous pouvez avoir, des bourses, des choses comme ça. D'accord? Et c'est comme ça que vous réunissez les fonds de votre projet de série. Parce que si la série est, par exemple, financée par la chaîne nationale guinéenne, ça veut dire que la série appartient à la chaîne nationale. Donc, un autre diffuseur ne peut pas venir reprendre la série et faire autre chose avec. Sauf si, dans le contrat, il y a eu des accords. Donc, en fait, les producteurs peuvent des fois aller voir des entreprises privées. Vous pouvez aussi vous en sortir par du placement de produits, par exemple. Quelqu'un qui veut faire de la promotion d'un produit. Vous pouvez avoir des partenaires privés qui sponsorisent votre projet. Plus votre projet intéresse les gens, un potentiel viral où les gens peuvent adhérer à votre série, plus vous pourrez convaincre des partenaires privés. Mais c'est très difficile de réunir de l'argent. C'est très difficile parce que le métier nécessite beaucoup d'argent et même une chaîne toute seule aura du mal à vraiment avoir tous les fonds en réalité. Voilà, donc c'est un vrai parcours du combattant. Peut-être que des fois, vous pouvez aller voir votre ministère de tutelle. Il faudrait qu'il y ait des fonds. Si chaque pays a un fonds, ça veut dire par exemple la Guinée monte un fonds qu'ils appellent Fonds guinéen d'accompagnement du cinéma.
Ça va permettre à la Guinée, de pouvoir faire davantage de projets. Ouais. Ça va permettre à la Guinée d'attirer des partenaires. Parce que par exemple, si moi je fais un film au Cameroun, que je sais que la Guinée a un fonds, bah, je vais aller chercher un acteur guinéen. Vous voyez? Bien sûr, pourquoi pas. Parce que en prenant un acteur guinéen ou un technicien guinéen, bah, je débloque une possibilité d'être financé par la Guinée. C'est ça. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire tout seul un projet. Il faut mutualiser les coproductions entre pays. C'est ça qui fonctionne maintenant. Ça veut dire que des projets panafricains. Vous ne pouvez plus faire un film guinéen. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Même si ce n'est pas dans le casting que vous mettez des gens d'ailleurs, mettez des gens d'ailleurs dans l'équipe technique. Parce qu'il y a plein, par exemple, vous pouvez avoir le Fopica, je crois. Si vous avez des techniciens sénégalais, vous pouvez prétendre au Fopica. Si vous prenez des techniciens ivoiriens, vous pouvez avoir le FONSIC. Si vous pouvez prendre des gens du Cameroun, il y a le Filmac qui est là. Je veux dire, chaque pays veut valoriser ses techniciens, veut valoriser ses acteurs. Donc, si vous embauchez des gens de chez eux, il y a le Gabon qui le fait avec l'IGIS sur Iwusu. On a M. Serge Abessolo qui a pris en charge 2 Gabonais. Et on a pu avoir 2 personnes du Gabon sur le plateau. Voilà, donc il faut faire preuve d'imagination, même pour financer les projets, quoi. Très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous allons aller directement avec la rubrique L'info de chez toi tout à l'heure après le générique.